par cette table ronde par l'intervention de deux personnes, j'allais dire de l'UNAPI, mais j'en dirai un peu plus tout à l'heure, qui vont vous présenter des exemples sur la formation et le travail en restauration au sein de l'établissement de l'UNAPI. Et puis on enchaînera la discussion pour un peu contracter aussi bien sur leur témoignage, enfin ce qu'ils nous diront, que sur les autres interventions qui ont eu lieu en début, les 4 interventions qui ont eu lieu antérieurement. Voilà, comme ça. Pour pas qu'il y ait de rupture. Bien, alors, donc, je passe tout de suite la parole, et ils ont 20 minutes, donc, comme tous les intervenants. D'abord, à M. Bruno Loner, qui est le secrétaire général de l'UNAPI, puis il y aura un enchaînement avec M. Yves Chevalier, qui est directeur général de Confiance, qui est une association qui vous présentera, qui est basée à Rambouillet. Voilà, toujours sur les exemples de formation et travail. Merci, M. Bruno Loner. Tout d'abord, bonjour à tous, je n'ai pas vu tout le monde. Là, je suis l'interprète de l'association AEM 54 qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui, mais c'est une expérience passée à la réalisation que j'avais vue l'an dernier lors de l'Assemblée générale de l'UNAPI à Nancy, qui m'avait vraiment très intéressé et je voulais la partager avec vous. Donc, ils m'ont préparé un petit PowerPoint pour pouvoir vous présenter. En fait, ça a commencé à la fin de l'année 2014, lorsque la mairie de Nancy a lancé une consultation pour l'octroi d'une autorisation pour l'exploitation d'une brasserie sous emprise communale dans l'enceinte du parc Sainte-Marie, c'est-à-dire en plein milieu d'un parc boisé et communal, donc vraiment dans la ville et hors les murs de Clichy. L'AEM ADAPI 54, par l'intermédiaire de l'entreprise adaptée APPS, a répondu à cette consultation et a été retenue. Les objectifs de l'AEM, ils sont bien marqués, c'est bien indiqué. Avoir une vitrine des savoir-faire de l'association et démontrer que l'inclusion des personnes déficientes intellectuelles n'était pas une utopie, c'est ce que l'on dit depuis le début d'après-midi, et ce qui a déjà été dit ce matin. Changer les modes de représentation du vivre ensemble. Le mot vivre ensemble, on l'emploie beaucoup maintenant. Nous, ça fait un certain temps qu'on l'emploie, puisque c'est le titre de notre revue depuis je ne sais pas combien d'années, bien avant que moi j'intervienne. Deuxièmement, développer les activités d'entreprise adaptées dans un nouveau secteur d'activité en lien avec le public. Nouveau secteur, c'était un petit peu osé, peut-être qu'en 2014 c'était le cas. Maintenant, le secteur de la restauration est un secteur qui est même bien occupé par toutes les personnes handicapées. Concept du restaurant. C'est un restaurant de type brasserie. L'intérêt de ce restaurant, c'est qu'il a une cuisine fraîcheur, simple et conviviale. Il utilise des produits de saison et bio, en favorisant au mieux les circuits d'approvisionnement courts. C'est-à-dire qu'il cherche à être vraiment le plus proche possible de la population. Producteurs locaux et produits frais. Les activités liées à l'emplacement de la brasserie au sein du parc, en plus de la brasserie, de la restauration, ils font de la vente à emporter de glace, de gaufres, de crêpes, en fonction de la saison. Et vous verrez même un petit peu plus tard qu'ils ont aménagé un local pour faire des salles de réunion en plus dans la journée. Ils vous ont préparé quelques plats. Il y en a un, je n'arrive pas à découvrir ce que c'est, celui qui est complètement à gauche. Et ils m'ont pas donné la traduction. Au milieu, c'était une salade. À droite, c'est un dessert. Mais ils ont oublié de me donner la traduction. Donc, oui, mais complètement à gauche. Vous l'avez pas testé alors? Ça donne un genre de terrine, de pâté, quelque chose comme ça. Oui. Salade. Si vous avez une idée, vous pouvez me la donner. J'en demanderai si c'était bien ça. Bon, on lui offrira même un déjeuner là-bas. Il faut aller jusqu'à Nancy. Donc l'ouverture a eu lieu en 2 temps. Après la réponse à l'appel à projet en 2014, en 2015, ils ont commencé un démarrage rapide parce que, évidemment, la mairie est pressée comme d'habitude, que quelque chose commence, il faut le faire immédiatement. Donc ils ont commencé, pour répondre à une attente forte de la part du public du parc Sainte-Marie, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert la terrasse. Vous avez toute une terrasse
que l'on voit à peu près, que l'on devine, je veux dire, hein, sur lequel il y a une dizaine de tables et qui peut pouvoir recevoir 40 à 50 personnes en même temps. Donc c'est la première chose qu'ils ont fait, c'est là où j'ai été moi l'an dernier parce que c'était fait. En novembre 2015, importants travaux de remise en état, investissement de 205 000 €, donc ils ont osé avancer, et réouverture de la brasserie publique en début 2016. Ils avaient, pour ces travaux, refait complètement l'intérieur. Ça a été tout de même un projet où il fallait se lancer. C'est toujours la même chose, il faut oser faire les choses, il ne faut pas reculer devant les investissements, c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà les photos. Donc vous avez l'intérieur en haut, on voit la partie du local, on le voit à l'intérieur, et vous avez des tables à l'intérieur qui peuvent servir aussi pour des réunions. Ils font des réunions, c'est marqué plus loin, avec EDF. Et dehors, c'est la partie qui est à droite, qui est très boisée. Bon, le petit problème qu'il y a, c'est que c'est en plein milieu du parc, il y a un accès qui est en pente, c'est pas toujours évident, mais ils ont du succès. Les effectifs, de novembre à mars, parce que ça se passe en plusieurs saisons. Il y a, comme dans la restauration et le tourisme, on va dire, il y a une période forte et il y a une période faible. Période faible, de novembre à mars. Responsable de l'activité, qui gère le fonctionnement général et organise l'activité. Un cuisinier qui a pour mission de faire évoluer la carte, de s'occuper de la cuisine, c'est assez évident, et des personnes qui auront à y travailler. Il y a dedans, avec eux, 2 salariés en situation de handicap qui font le service, aide en cuisine, et ils ont été recrutés auprès de Cap Emploi. Le reste de l'année, c'est la haute saison. Ça va de juin à août. La brasserie est ouverte 7 jours sur 7, ce qui nécessite d'avoir du personnel 7 jours sur 7, de 10h du matin à 22h30 le soir. Ça fait tout de même une grande plage. Ça a nécessité donc pour eux la nécessité de 30 embauches en CDD, dont 13 personnes en situation de handicap pour l'année 2017. Ce qui fait que tout le monde est mélangé dedans. Un petit peu plus d'inclusion. Autant la situation est dans un parc pour l'inclusion, autant après ça, avec le personnel, c'est dans l'inclusion. Objectif, apporter une nouvelle expérience à ces personnes qui se lancent dans le milieu du travail ou qui en sont éloignées depuis un certain temps. Les partenariats avec de nombreuses structures. Alors là, des objectifs complémentaires à tout cela, à part le service qui s'y fait et l'accueil des clients, hein, ça sert aussi en partenariat avec de nombreuses structures, telles que les IME, les IMPO, pour leur montrer un petit peu ce que c'est que le travail en brasserie. Les ESAP, la même chose. Une association pour les déficients auditifs, les CESAD, Cap Emploi, et d'une manière générale, toutes les structures liées de près ou de loin à l'insertion des publics en situation de handicap. Donc c'est en plus ce côté pédagogique derrière. Les éléments financiers, ils ont voulu nous montrer que ça marchait bien, puisque la première année sur 7 mois, ils ont réussi à faire un chiffre d'affaires de 233 000 €. En 2016, 475 000 et en 2017, 632 000. Donc ça augmente progressivement. Vous allez voir qu'ils en ont tiré les conséquences. Objectif 2008. Poursuivre le développement, ça c'est un petit peu ce qui se passe partout. Hein. Avec la partie réservation de la salle à matinée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des projets qu'ils font avec EDF qui réserver la salle. Développer, à partir du moment où on fait de la restauration, la partie traiteur, c'est un petit peu ce qui se passe partout, livraison de repas également. Et poursuivre le partenariat avec les structures d'économie sociale et solidaire, les établissements médico-sociaux, pour la mise en place de stages découvertes de périodes de mise en situation professionnelle. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec les partenaires. Voilà, ils ont été tellement contents de leurs résultats, et c'est tellement bien marché, qu'ils ont ouvert une seconde brasserie en septembre 2017. Brasserie du marché, oui. C'est pas dans Nancy même, c'est à côté, si ma mémoire est bonne. Pardon? C'est dans la banlieue de Nancy. Alors merci, vous connaissez mieux que moi. Moi, je l'ai fait passer l'an dernier, donc je ne connais pas bien. C'est aussi un nouvel appel d'offres qu'ils ont lancé, et ça leur a permis de développer leur expérience. Ils ont fait une restauration de type méditerranéen, avec quelques types de brasseries, quelques plats de type brasserie. Ils développent aussi la partie traiteur de la même façon. Ils ont
aussi dépenser de l'argent pour y arriver, puisqu'ils veulent un investissement global de 320 000 euros. Ils ont surtout mis en place 6 CDD, alors qu'auparavant c'était des CDI qui étaient là pendant la haute saison, jusqu'à fin décembre 2017. Les personnes retenues sont les salariés avec une reconnaissance travailleurs handicapés qui avaient déjà occupé des postes sur le site de la partie du parc Sainte-Marie. 4 de ces salariés ont depuis été embauchés en CDI. Donc c'est tout de même quelque chose qui progresse. Et il y a une chose que je n'ai pas vu passer tout à l'heure, et qui pourtant était intéressante, que je vous retrouve, c'est que parmi les choses qui ont été faites, il y en a un qui a passé un contrat, voilà, une personne handicapée en contrat d'apprentissage a passé un CAP de restauration et il est venu compléter les effectifs des cuisines. Donc, vraiment plusieurs objectifs qui ont été réalisés avec tout ça. Voilà ce que je voulais vous montrer de la part. Je passe à la. Bonjour, donc voilà, l'association Confiance comprend 9 établissements répartis dans 4 pôles d'activité: l'activité éducative, l'activité hébergement, l'activité insertion par le travail, sur laquelle je vais vous parler donc de l'atelier restauration, et l'activité service. Ça passe tout seul. Donc l'atelier, il existe, il a été en fait réouvert il y a 6 ans, je crois, après avoir été remis aux normes. Il accueille une équipe de 12 travailleurs qui sont en situation de handicap. Dans cette équipe, il y a un travailleur qui vit avec une trisomie 21, Julien. Sur les 12, 4 résident en foyer d'hébergement, 3 habitent chez elles, et les 5 restants, si je ne me trompe pas mon calcul, résident chez leurs parents. Cet atelier prépare 250 repas. La grande majorité sont des repas servis pour les salariés, les travailleurs handicapés et les salariés qui travaillent dans les ESAT, aussi un des 2 IME et le centre d'accueil de jour. Et autre activité sur laquelle je voulais insister aujourd'hui, c'est cette activité de restauration, le restaurant Le Chêne, qui sert en moyenne 30 déjeuners à midi. Donc les midis des jours ouvrables en semaine. Cet atelier est encadré par 2 moniteurs qui font partie de l'effectif de l'établissement médico-social, et un cuisinier qui est un prestataire de son GEREC, qui vient composer les menus, faire l'ensemble des commandes et diriger l'organisation de la cuisine, et aussi celui qui veille au respect des normes. Les normes, bien sûr, elles sont appliquées par l'ensemble de l'équipe, et cet atelier a une reconnaissance au plus haut niveau en termes de respect des normes sanitaires. Comment tout à fait reconnu. Les moniteurs sont aussi cuisiniers, mais leur principal travail est bien sûr d'accompagner l'équipe des 12 travailleurs. On n'a pas encore engagé au sein de cette équipe de reconnaissance des acquis d'expérience, mais c'est une démarche qui a déjà été mise en œuvre dans d'autres ateliers. Donc voilà le restaurant du Chêne. On va travailler pour le rendre encore plus visible de l'extérieur. Donc ça c'est un exemple de menu, le menu d'hier. Et l'ensemble des plats sont préparés sur place par l'équipe dont je vous ai parlé. Donc les tâches qui sont amenées à réaliser, c'est la préparation des repas, la découpe des légumes, la cuisson, la mise sous froid des repas, parce que tous les repas, même ceux qui sont servis au sein de ce même bâtiment, comme ils sont préparés quelques heures avant d'être consommés, il faut les passer au froid, puis ensuite les réchauffer. Donc ils font la mise au froid pour les repas qui vont être desservis dans d'autres établissements, et le réchauffage des repas qui sont servis au Chêne. Pour les repas du restaurant, c'est cette équipe qui fait le dressage des assiettes, et c'est aussi l'équipe qui assure le service en salle, donc la prise des commandes et le service des tables. Bien sûr, il y a aussi toutes les activités de rangement, dont la plonge. Alors, c'est marqué film, mais je ne vais pas vous présenter les films parce que ce serait trop long. Juste quelques images qui en sont extraites. Voilà, l'activité classique dans une cuisine avec des outils tranchants. Le broyage des salades, la préparation du couscous ou du riz derrière. Voilà la mise, le conditionnement des plats qui vont ensuite être mis dans la chaîne du froid. Christelle qui vous accueille au restaurant et qui vous place, qui prend vos commandes. Voilà la petite vue d'ensemble du restaurant qui est dans les actes du Chêne, juste à côté de la cuisine.
Elisabeth, qui prend aussi les commandes, qui vous présente le menu. Et puis ensuite, la plonge à la fin donc, de cette matinée de travail. Alors, dans cette équipe, un travailleur est intervenu plusieurs fois en insertion dans des restaurants qui sont sur la zone commerciale de Rambouillet, le Flunch et aussi Buffalo Grill. Buffalo Grill, j'ai mis en petit parce qu'il y avait des cadences un peu plus soutenues, voire infernales, un peu plus difficiles pour lui. Quand il intervient, c'est 1 à 2 jours par semaine, et ce, pendant plusieurs semaines d'affilée. Les grands bienfaits partagés donc, par son encadrement, la valorisation effectivement de celui qui intervient en insertion, il a la possibilité de montrer ce qu'il sait faire, et il affirme aussi son identité professionnelle. Voilà, il travaille dans les métiers de la restauration. Qui plus est, c'est un métier qui est fortement gratifiant parce qu'il invite à prendre soin des personnes qu'on le reçoit. Non seulement on l'accueille, on s'assure que prennent un plaisir à déguster ce qu'ils mangent, mais on a le souci aussi qu'ils ne repartent pas malades. Donc, il y a vraiment prendre soin de ce qu'ils aiment. Et le retour d'expérience, donc les conditions d'une insertion réussie, c'est principalement, au-delà de l'apprentissage du métier, mais la capacité à comprendre et à écouter. Ça a été évoqué tout à l'heure, vraiment pouvoir comprendre les consignes qui sont données par une équipe qui a été un peu formée et accompagnée pour pouvoir accueillir en son sein un travailleur handicapé. Même que la personne mise en insertion ait cette capacité d'autonomie pour comprendre, écouter les consignes qui lui sont données. Et puis, un point qui s'est passé, c'est une forme de décompensation quand le travailleur handicapé, ayant été valorisé, ravi d'être reconnu par son chef, son équipe, par les personnes qui l'ont accueilli. Bon, là, vous connaissez sûrement mieux que moi les termes médicaux, ce que ça recouvre derrière. Et derrière, voilà, il y a tout d'un coup un peu un vertige et ce risque d'effondrement. Donc les développements de cette activité atelier, on vient de faire l'acquisition hier d'un bâtiment qui est juste à côté donc, de l'ESAT, sur lequel on va accueillir la plateforme service, donc le centre d'accueil de jour, et aussi le service d'accompagnement à la vie sociale, et un SAMSA qui est assumé par l'œuvre de Valérie. Ces deux bâtiments se jouxtent, on a une petite réserve foncière, et donc on va développer une activité d'accueil de séminaire, comme vous le mentionniez, donc faire le service des personnes, des entreprises qui viendront en séminaire, l'accueil, le service des pauses et le déjeuner. Développer effectivement l'insertion, mais avec l'insertion, on l'a évoqué à plusieurs reprises, donc que ce soit effectivement le projet, ça rentre dans le projet personnalisé travailleur handicapé, on en est le désir et aussi ces aptitudes que nous évoquions. Voilà, développer ensemble par rapport à des équipes qui seront en insertion, des prestations d'accompagnement pour leur vie sociale et leur vie professionnelle. On est en train de penser au futur. Et une autre activité qu'on pourrait développer, c'est celle de plateau repas, qui rejoint un peu cette activité de restauration pour des entreprises. Voilà. Merci. Merci, monsieur le maire et monsieur Chevalier, pour ces exemples dans la restauration. Donc là, on était plus dans les milieux proches des ESAT, mais un mot qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent, c'est le mot décloisonnement. Je trouve que ce type d'activité, donc cet enrichissement, cette ouverture va conduire à une ouverture des ESAT sur le monde, sur le monde qui n'est pas le médico-social, accueillir des séminaires, accueillir des clients dans les restaurants, ça fait partie d'une forme d'inclusion aussi. Donc ça, ces exemples ça fait partie des petits pas pour avancer vers la société inclusive, ce genre d'activité aussi. Moi, j'avais une question très précise ici. C'est au point de vue statut. Vous, c'est à confiance, l'atelier de restauration, c'est des travailleurs des Alpes. Bon. Dans l'expérience de Nancy, j'ai l'impression que c'est des salariés d'une entreprise privée, non? D'une entreprise adaptée. La brasserie du Lac est le statut d'entreprise adaptée. D'accord. Ok. Voilà. Bon, y a-t-il des questions précises sur l'intervention qu'on vient d'avoir? Oui, donc je vais monter là-haut. Et puis après, vous préparez des questions générales pour l'ensemble des intervenants qu'on a eus sur les questions d'emploi. Et je fais une demande. J'aimerais bien
que les intervenants eux-mêmes posent des questions aux autres intervenants. Hein? C'est-à-dire qu'ils disent tiens, moi je fais pas comme ça, ou bien ça me surprend que vous fassiez comme ça, mais je sais pas, mais posez-vous des questions entre vous aussi pour enrichir la discussion. Mais je monte là-haut parce qu'il y a une question qui m'attend. Notamment, il y a un ESAT qui fait comme vous, qui fait de la restauration, qui accueille le public à l'extérieur. Et je suis amenée à aller dans un CFA rencontrer une référente handicap qui me parlait d'une expérience assez intéressante, c'est-à-dire qu'avec la restauration du CFA, ils avaient combiné un partenariat, c'est-à-dire des apprentis allaient à l'ESAT faire de la restauration et les travailleurs allaient dans le CFA, et notamment dans le CFA expérimental de restauration. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que pour certains qui sont du milieu ordinaire, elle ne se posera peut-être pas, mais ça les remettait en dynamique. C'était au moins l'expérience pendant cette année-là. Il y avait un objectif d'aller à l'extérieur, travailler ailleurs. Et je crois qu'il y a plein de choses à multiplier comme expérience qui peuvent enrichir tout le monde, puisque je crois que les apprentis du CFA aussi découvraient nos populations. Et les salariés des AT allaient travailler et montrer leur savoir-faire dans ce CFA. Donc, voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. Bon, merci. Bon, mais écoutez, alors maintenant, la table ronde continue sous la forme d'une discussion avec la salle sur, vous pouvez poser des questions à l'ensemble des intervenants, et donc comme je demandais, est-ce que les intervenants entre eux peuvent poser des questions? Non? Bon, Laurence, par exemple, par rapport à ce qui est fait à la brasserie du lac, bon, moi je me suis posé la question de l'accompagnement, parce que la situation n'est pas la même. Vous, pour le Café Joyeux, bon, c'est une entreprise, il va y avoir tout un accompagnement à mettre en place, mais je me demandais si à la brasserie du lac à Nancy, il y avait une forme d'accompagnement. Non? Bruno Le Maire, comment ça se passe l'accompagnement des travailleurs qui sont à la brasserie du lac? Puisqu'ils sont embauchés en CDI, bon, enfin CDD puis CDI pour certains, mais il faut de l'accompagnement, non? C'est ce que vous a expliqué Laurence. De toute façon, il y a déjà quelqu'un qui organise tout ça, une personne qui est responsable. Après ça, elles connaissent bien leur métier et elles se débrouillent toutes seules. Parce qu'au fur et à mesure, demain on l'apprend et on enregistre, comme tout le monde. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est l'inclusion dans le parc et l'inclusion avec d'autres personnes qui travaillent avec elles. Mais j'ai aussi un autre exemple, si vous voulez. Moi, dans ma propre association dans le Rhône, on a un restaurant qui s'est installé dans un nouvel parc d'activité. Il n'y avait pas de restaurant. Ils ont décidé de faire un restaurant d'entreprise. Tenu donc, c'est faire une association, on va pas le citer avec la Sodexo, même, parce qu'il y a la convention à l'extérieur. C'est tenu que par des personnes handicapées qui font le service à table, qui préparent les entrées et les desserts. Et ce restaurant, il sert de l'ordre de 300 repas par jour. Et les personnes handicapées qui sont dedans sont très contentes, elles cherchent à y rester parce qu'elles sont justement en contact avec toutes les personnes qui travaillent à côté. C'est un autre exemple aussi d'inclusion, même si c'est à l'intérieur de l'ESAT. Alors, Nathalie, nous, dans notre ville de Troyes, on a pareil un ESAT restaurant. Il y a un monde fou, hein, et ça dépend de l'handicap quand même. Sur les travailleurs. Il y a plusieurs. Non, sur les travailleurs qui sont en Il y a quand même aussi, parce que nous on y mange régulièrement, il y a plein de monde, c'est très bon, mais les personnes sont handicapées. De quel niveau, hein? C'est certain. Il y a vraiment plusieurs niveaux. Bon, attendez, il y a Nathalie Gerrier, ensuite Laurence Germain. Moi j'ai une question pour Laurence Germain, justement.
Donc vous dites que pour faire de l'accompagnement, ce sont les entreprises qui vous payent. Sur quel budget vous paye-t-elle? Puisque pour le moment, je suppose que c'est sur les 10%. Mais la loi va changer. Comment vous faites? Aujourd'hui, en fait, on a quand même un vrai problème là-dessus, qui est que finalement, ce n'est pas l'État, c'est l'État se dédouane en gros d'une certaine obligation. Et c'est finalement le don qui paye cet accompagnement. Est-ce normal? Et comment allez-vous faire dans l'avenir, puisque le don, ce n'est pas durable? Alors, sur notre financement, donc on a une partie de don, mais on transforme depuis 2014 en fait ce financement-là vraiment en prestation de service. Donc on est sur une enveloppe, alors soit c'est de la formation, soit c'est, alors je sais pas, ils vont chercher les fonds, mais pas sur la DOTH. Là, quand c'est sur la DOTH, on le sait parce que c'est une facturation précise, hein, c'est à part, mais on a de plus en plus qui nous payent sur de la prestation de service, sur du conseil. Alors ça, on a vu venir aussi la modification, hein, voilà, ça ne tombe pas d'un coup. Mais effectivement, ça va pénaliser beaucoup d'associations qui n'ont pas de subvention ou qui font de l'emploi accompagné et qui ne seront pas labellisés par les ARS. En termes de survie, je ne sais pas comment elles vont faire. Moi, je pensais que vous alliez aussi rebondir sur ce qu'a dit Bruno Le Maire, qui dit que les personnes dans l'entreprise, finalement, elles sont contentes, elles s'adaptent à leur travail et tout se passe bien. Vous vous dites qu'il faut de l'accompagnement. En fait, les difficultés arrivent sur la durée. Là, nous, on parle sur une expérience de 2005, alors c'est pas énorme, mais du coup, on a quand même des salariés qui, au départ de leur inclusion dans l'entreprise, donc il y a aussi l'effet nouveauté, tout le monde est intéressé par intégrer la personne en situation de handicap dans les équipes, et ensuite, ça se calme un peu, et ça change. On voit les projets, alors quand le management n'est pas formé sur du management inclusif, les personnes n'osent pas dire quand ça ne va pas. Et donc, quand l'équipe voit que quand on donne une tâche à faire et qu'elle est mal faite, au final, on évite de lui donner parce que c'est une perte de temps. Et donc, ce sont des personnes qui se retrouvent au placard. Il y a d'autres aussi difficultés sur la durée, ce sont les changements d'équipe, le turnover au sein des équipes. Le manager change, un collègue change, et là, ça peut être l'effondrement. Parce qu'il y a aussi une perte de repères, la personne ne sait pas forcément, elle va aussi chercher sa place. Donc ça peut compliquer. Tout en sachant que toutes les personnes en situation de handicap n'ont pas besoin systématiquement d'un accompagnement d'emploi. C'est pas automatique, mais pour celles qui en ont besoin, même si ça se passe bien sur les 6 premiers mois, sur la durée, ça peut devenir compliqué en fonction de l'organisation de l'entreprise. Juste réagir par rapport à madame qui parlait des différentes pathologies, comme quoi ça marchait bien dans un restaurant parce que, je ne sais plus, je n'ai pas le nom. Voilà, à 3, en disant qu'il y a une sorte peut-être de sélection et qu'en fonction de la pathologie, ça pouvait marcher ou pas. C'est vrai que dans notre association, on a quand même des personnes, entre guillemets, de niveaux extrêmement divers, c'est pas ça? Madame? Oui, c'est madame. L'accompagnement. Alors, c'est... Bon. Attendez, il y a une parole. Bon, on arrête. Il y a Madame Bettejac qui a demandé. Oui, il y a monsieur, j'arrive. Mais il y a Madame Bettejac qui a demandé depuis un certain temps, je vais la passer. Bon, pour moi, si vous voulez, les questions d'accompagnement, j'ai bien aimé ce que disait M. Janvier tout à l'heure. Ce n'est pas, mais c'était à propos des aides pour passer les examens. Ce n'est pas donner un avantage, c'est compenser à des avantages. Il faut se dire que, et c'est pour ça que l'environnement, tout dépend de l'environnement, mais dans beaucoup d'environnements, il faut quand même admettre que nos enfants, devenus adultes, ils ont certains déficits.
Bon, ces déficits, il faut les compenser. Et l'accompagnement, il aide à compenser ces déficits. Donc, ça dépend évidemment de l'encadrement. Mais ils ne partent pas à armes égales au départ. Donc, il faut adapter l'accompagnement pour compenser le désavantage. Bon, j'aurais deux questions. Justement, en fonction des pathologies, etc., je crois qu'on parle beaucoup de travail d'insertion dans la restauration. Donc, est-ce que vous avez des exemples d'autres choses qui fonctionnent? Bon, par la vie, on proposer d'autres choses, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont favorables à l'insertion de nos jeunes? Et puis, une autre question, oui. Et une autre question, c'était sur certaines associations proposent du tutorat au niveau de l'entreprise. Donc, ce qui permet justement le maintien dans la durée. Est-ce que c'est une solution que vous avez rejetée? Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait de former, ou comment vous formez les personnes qui accueillent dans l'entreprise? Voilà, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, qui veut répondre? Laurent, Bon, alors, vous complétez et après. Elle se posait la question de savoir s'il y avait d'autres types d'insertion qui a pu avoir lieu. Moi, j'ai un cas personnel, puisque j'ai travaillé sur ce cas personnel. Ma fille est dans 20 ans, devant placer en ESAT, plus de place dans l'ESAT. On a vu avec BMPro, la directrice, un autre service d'accompagnement URL avec la résidence pour savoir si on pouvait faire un contrat pour Florence pour, en tant que travailleur handicapé, dans une résistance de personnes âgées, Elle a été embauchée comme aide-lingère. Elle a vécu depuis 2019, en 1992, elle a été engagée et elle a fait donc 13 ans dans cette résidence. Il faut savoir aussi le souci que moi j'ai eu, parce que j'ai servi d'encadrante, si vous voulez, puisque l'UMPRO n'avait plus la charge de Florence. Donc c'est moi qui ai pris la responsabilité et je me suis fait aider à un moment donné par un CNPP et donc j'ai pu continuer pendant 13 ans. La relève a été prise lorsqu'elle a été retrouvée dans le foyer de la famille Confiance. Là, Florence, elle a voulu changer de travail. Je suis arrivée donc avec une association typique aussi de la famille Confiance. Et elle a travaillé pendant 1 an avec une personne, une éducatrice, pour pouvoir essayer de s'intégrer dans un ESAT. Et ensuite, Florence a fait le et elle a dû être intégrée dans le ESAT de Pierre Boulanger. Elle a fait ça pendant 9 ans. Donc, j'ai gagné quand même du temps dans son temps de travail pour elle. Donc il ne faut pas voir simplement que la restauration, il faut voir aussi qu'il peut y avoir des intégrations particulières qui peuvent être faites dans des situations de résidence de personnes âgées, en tant qu'étagère ou autre, pour voir les capacités des personnes. Et ma fille était trisomique 21, donc il ne devrait pas avoir de problème majeur pour certaines personnes. Donc voilà une piste. Alors, monsieur Richard, et puis Laurence. En fait, Jacqueline London tout à l'heure le disait, une personne, si elle sait compter, elle gagne son autonomie. Et je pense qu'il faut au niveau de la société aussi savoir compter. Il y a à mon avis un problème majeur, on le voit, c'est que le travail manuel est très utile pour les personnes avec des handicaps cognitifs, quels qu'ils soient, à condition, vous l'avez compris, qu'ils soient organisés. Ce travail a quitté la France, il pourrait revenir massivement. Et il y a 2 conditions qu'il faut ajouter, c'est que la règle AGFIP des 6% d'emploi, en fait, est gérée d'une manière assez bizarre. C'est-à-dire que tous les types de handicaps sont cumulés. Et ce qu'on découvre, c'est, moi je l'ai vécu personnellement, c'est que des entreprises, je ne vais pas dire le mot, mais il faut quand même le sous-entendre, vont bien sûr éviter cette taxe
et vont transformer un certain nombre de personnes avec des handicaps qui n'ont rien à voir avec des handicaps cognitifs. Et ça crée quand même un vrai problème pour les personnes, nos jeunes, et par rapport à leur intégration. Donc tout le monde est sympa, tout le monde est gentil, mais à la fin, il y a quand même, c'était très bien expliqué tout à l'heure, il y a plein de gens qui restent chez eux. Et c'est quand même chez eux, c'est les prisons de l'esprit. Hein. Alors la deuxième chose aussi, c'est que quand ces entreprises ont plus de 6%, quand ils veulent rapatrier des activités parce qu'ils y trouvent un intérêt, bien évidemment, ils ne bénéficient pas de la baisse du coût du travail. Et en finale, si on sait compter, au niveau, c'est pas moi de le dire, c'est au niveau des pouvoirs publics, il y a quand même des gens qui sont payés et sont assez nombreux pour gérer l'argent public, il faut privilégier systématiquement le coût global du travail par rapport au coût global du non-travail. Et là, vous verrez que les activités, elles seront massives, et là, à ce moment-là, les personnes auront le choix, et on ne sera pas là à mendier pour elles des activités et des jobs. Oui, il y a certainement un travail de pédagogie économique à faire sur les entreprises pour leur montrer leur intérêt économique. C'est vrai, tout à... Bon, alors Laurence, les pistes, je pense. Concernant les domaines d'activité, il n'y a pas que la restauration. D'ailleurs, je pense que c'est le domaine le moins accueillant pour certaines personnes qui ont des besoins spécifiques, ne serait-ce que par rapport au rythme de travail, aux horaires de travail, aux horaires d'ouverture des restaurants ou des cafés. Donc nous, on travaille dans le domaine administratif. Donc on a pas mal de postes qu'on a pu créer dans des grandes entreprises. Alors même avec des personnes qui ne savent ni lire ni écrire, hein, mais qui occupent des fonctions support. Donc notre rôle, nous, c'est d'analyser le poste de l'expert. Donc quand on recrute un comptable, c'est pour qu'il fasse de la comptabilité, pas forcément les photocopies, se déplacer d'un bout à l'autre de l'entreprise pour aller chercher de l'information. Donc du coup, nous, on récupère tout ce qui est taxes annexes et on crée un poste spécifique et réellement utile, et qui crée du lien entre les services. Donc c'est tout à l'honneur aussi de l'entreprise parce que ça permet de créer du lien et ça valorise le poste qu'on va confier à la personne ayant des besoins spécifiques. On a également des postes dans la grande distribution, magasiniers aussi, vendeurs, donc sur les Champs-Élysées. C'est assez diversifié, mais disons que nous n'avons pas une stratégie d'aller chercher des métiers diversifiés. C'est en fonction des besoins et des envies des candidats qui arrivent chez nous que du coup on va aller chercher les entreprises. Ça ne marche pas tout le temps. C'est vrai que ce qui fonctionne, c'est lorsqu'on arrive à intéresser une personne dans l'entreprise qui va ensuite en interne aller discuter et puis négocier pour pouvoir aussi avoir un collègue en situation de handicap. Et après, nous, on arrive à travailler, mais il faut que l'entreprise nous ouvre les portes. Concernant le tutorat, nous avons abandonné l'idée d'un tuteur. On s'appuie sur le manager, mais qui n'est pas le tuteur, parce qu'on s'est aperçu qu'en termes de risques psychosociaux, quand ça portait sur une seule personne, cette personne-là prenait la responsabilité de l'accompagnement, pour le coup, de la personne en situation de handicap, parce que n'oublions pas que notre principal frein, c'est quand même les représentations sur le handicap. Et donc, même avec de la formation, le tuteur se retrouve très souvent seul en entreprise à gérer tous les besoins spécifiques ou les demandes spécifiques. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du lien dans les équipes et que chacun se sente responsable de sa propre activité. Et comme chacun est dépendant de l'activité de l'autre, du coup, c'est circulaire et la personne en situation de handicap ne se sent pas prise en charge, mais travaille comme tout autre salarié dans une équipe. Monsieur. Donc, ma première question, c'était sur les autres types de fonctions. Quand vous dites magasinier, vendeur, poste administratif, vous parlez aussi de personnes atteintes de porteurs de trisomie 21. D'accord. Et mon autre question, c'était par rapport à l'intervention de M. Janvier. Qu'est-ce que ça apporte pour vous, en fait, la V2AE, sachant que vous restez à l'intérieur d'un milieu adapté,
qu'est-ce que système-là, il y a la reconnaissance pour la personne, la mise en confiance, mais par rapport au monde professionnel, on va dire classique, qui arrose et qui ne s'améliore pas, voilà, qu'est-ce que ça apporte? Et de façon plus large, il y a eu par exemple sur TF1 un film avec montrant parcours d'une personne prisonnière, donc on met en valeur la personne qui a eu un examen. Qu'est-ce que ça peut apporter en fait, sachant que moi je suis enseignant et que des fois pour la population générale c'est plus un stress et c'est pas le diplôme qui fait parfois la compétence des personnes. Pour répondre à votre question, effectivement, c'est un sujet qui est sensible parce que dès que nous avons commencé à lancer le projet dans les années 2005, en définitive, les personnes exprimaient dans la démarche d'explicitation que leur souhait, c'était le titre pour changer les regards sur eux. Le problème, c'est la plupart ont toujours eu cette notion d'incapacité. À chaque fois, à chaque étape de leur vie, la plupart de tous les gens qu'on a suivis ont exprimé ce fait, à savoir, on est des incapables. On nous a dit qu'on était incapables. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas compter, tu seras bon à rien. Et donc ça, ils sont capables de tout à fait le ressentir. Donc déjà, c'est déjà pour eux avoir un petit peu une revanche sur cette vie. Et puis la deuxième étape, après, rapidement, dans la démarche après, plus la démarche avançait, plus on s'aperçoit que ce regard-là change. C'est-à-dire qu'ils sortent de cette dynamique, en définitive, de revanche sur la vie, pour commencer à se rendre compte, en fait, que je fais des choses, je suis capable. Donc si je suis capable, j'existe. Si j'existe, je peux donc faire des choix. Et donc ça a été vraiment, pour nous, une reconnaissance très importante, c'est que pratiquement avec 99% des personnes qui sont rentrées dans la démarche, on a vu chez Excel gagner un niveau d'autonomie au-dessus. Vous savez, nous, on fait bien la différence entre indépendance et autonomie. On peut être indépendant et être absolument pas autonome. L'indépendance, c'est faire des choses. L'autonomie, c'est être en capacité de faire des choix, de les assumer, ces choix. Donc la problématique qu'on avait surtout dans les ZAD, c'était par rapport à ça. On a beaucoup de personnes très indépendantes, mais peu autonomes. Ou inversement, on a des gens autonomes, et avec des problèmes qui vont agir sur la performance, sur l'habilité, et ils seront dépendants. Donc de fait, on s'est aperçu rapidement que la D2AE a dépassé en fait, simplement le fait d'avoir juste un diplôme, mais que ça ramenait une autre dimension derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de ma vie? En fait, nous, on parle à un moment, je ne vais pas faire du Winnicott, mais on parlait d'expérience créative. Eh bien, tout à fait. La VAE est en soi une expérience créative. Ça va amener une démarche, la personne, dans cette démarche pour passer d'un environnement à l'autre, il faut que je sois en capacité de m'adapter. Seulement s'adapter, transférer un savoir, ça veut dire que forcément, à un moment, il faut que je sois dans cette créativité, il faut que je sois dans cette explicitation et dans cette créativité. Si je ne suis pas dans cette explicitation, quelque part, je ne peux pas faire le lien entre les différents environnements, donc entre mes différentes expériences. Et donc, de fait, quelque part, j'existe où? Ben, j'existe juste dans le lieu où je suis accueilli. Et là, ça coince. L'objectif pour nous, c'était de les sortir de ce lieu. De fait, la plupart des personnes qui ont fait la D2AE, certaines sont restées dans le lieu, mais d'autres ont demandé à aller dans d'autres ESAT. Certaines ont demandé à aller travailler en entreprise, sous cadre de prestation de services. Il y en a qui sont allés, notamment au laboratoire FAMA, et ils sont en cours d'habilitation sécurité FAMA. Donc vous voyez, même si le titre reste qu'un titre effectivement purement, je dirais, pas décoratif, mais presque, parce qu'effectivement ça ne débouche pas forcément sur une inclusion en milieu ordinaire, par contre ça va déclencher effectivement le principe. Et là, oui, sur l'ensemble des personnes qu'on a accompagnées, il y en a à peu près que 2% qui vont dans le milieu ordinaire. Ah oui. Oui, complètement. Parce qu'ils ne l'expriment pas comme ça. Ils ne sont pas dans le fait de dire, certains nous disent, ouais, dès le départ, moi je vais aller travailler en milieu ordinaire, je fais le titre pour aller travailler en milieu ordinaire. Et puis avec l'avancée donc, de la progression de la V2AE, ils s'aperçoivent que,
Ils ont peut-être du savoir-faire, mais ils n'ont pas de performance. Et que ça va coincer au niveau milieu ordinaire. Ou certains ont de la performance, mais il leur manque des savoir-faire. Donc du coup, ça leur permet de retravailler sur leur projet personnel. Il y en a un, je vous l'ai dit, il a mis 10 ans pour accepter effectivement d'aller vers ce titre. Et au bout de 10 ans seulement, il commence à envisager le fait d'aller en entreprise extérieure. Alors, ce sont des parcours de vie, il n'y a pas une personne pareille. Donc pour répondre à votre question, on va rester là, tout dépend du parcours de vie de la personne. La VE, c'est un outil complémentaire. Voilà. Merci pour cette conclusion sur le parcours de vie. Alors, Monsieur Chevalier. C'est juste pour donner quelques autres exemples Quelques autres exemples d'activités donc, dans nos ESAT qui ont donné lieu à quelques situations d'insertion, parce qu'effectivement, c'est pas anecdotique, mais c'est quelques réalisations. Donc, le maraîchage, ça marche très bien. Au niveau du conditionnement aussi, donc à deux titres, je crois qu'il y a eu une expérience où un de nos travailleurs a fait des longs séjours à Carrefour, et c'est le réapprovisionnement d'un rayon. Une autre expérience avec Guerlain, qui est donc un industriel proche de Rambouillet. Une équipe de 8 travailleurs avec un de ses moniteurs va faire le conditionnement au sein d'entreprise Guerlain. Administratif, on pense au développement de la numérisation. Et puis, on a aussi un projet de développement d'un ESAT équestre, où il y aurait à la fois donc, le contact entre le cheval et l'ensemble des personnes, des jeunes qui seront en IME, mais aussi la possibilité d'avoir un IM Pro et un ESAT pour apprendre les métiers du cheval. Donc, en particulier pour pouvoir ensuite travailler dans un haras ou dans les différentes centres équestres qui sont assez nombreux sur notre région. Donc, on va terminer avec M. Baume-Maire. Merci. Sans être passé par la TESA, nous on le sait par les SAVS, un certain nombre de personnes handicapées sont embauchées par les municipalités pour les espaces verts. Et là, c'est hors encadrement État, encadrement tout. Et puis, à titre individuel, et ça c'est assez nouveau, mais c'est pour le handicap intellectuel, on a fait embaucher à la CNSA 2 personnes pour transcrire les fiches qui sont en train de sortir en facilitant le encombrement. Là, c'est un métier nouveau. Oui, ces 2 personnes accompagnées par l'association R. Bon, je vous donne la parole pour terminer sur un point qui n'a pas été dit. Bon, il se trouve que dans une vie antérieure, à un moment donné, j'ai été DRH, 2000 personnes. Quelque chose que j'ai remarqué, parce qu'on avait évidemment à gérer des personnes avec handicap, essentiellement avec le handicap psychique. Bon, j'avais représenté à peu près les 5% de ces personnes. Eh bien, voilà, ce qu'il faut, c'est casser, pour ces personnes, j'ai bien cassé, le raisonnement en termes de poste de travail. Trop souvent, on joue au poste dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on définit les postes de travail et après on cherche la personne dont le contour correspond exactement au trou du poste. On essaie de le faire rentrer dedans. En fait, ces personnes, puisqu'elles sont handicapées, c'est qu'elles sont pas elles ne rentrent pas dans la norme, donc elles ne vont pas rentrer dans le trou. Bon, donc il faut raisonner autrement. Et raisonner autrement, c'est raisonner en termes de portefeuille d'activité. C'est-à-dire repenser sur les postes de travail à ce que l'on peut enlever des postes de travail des autres pour leur en faire un vrai portefeuille d'activité. C'est ce que disait Laurence tout à l'heure. Quand elle a dit un comptable, il a à faire la comptabilité, il n'a peut-être pas à aller faire les photocopies. Donc, faire les photocopies, ça peut très bien faire partie. Alors là, c'est pas pour les psychiques, hein, mais ça serait pour des personnes avec trisomie. Voilà. Donc, il faut. Ça oblige à repenser le management, effectivement. Mais moi, j'avais calculé à peu près. Hein, pour 84, on faisait 600 mouvements par an. Pour 95%, donc, je passais 75% de mon temps pour m'occuper de ces 95% des gens, mais les 5% me prenaient 25%. Oui. Voilà. Bon, alors il y a quand même M. Perfumeau qui veut. Alors, quand même, je fais battleur là, mais je vous conseille de regarder les livres et d'acheter des livres à la sortie, parce qu'il y a celui de. Je sais pas où il est passé. Bon, alors, du jeu, voilà qui est là. Voilà, c'est Mitch.
Vlasevich, voilà, que je vous conseille, et puis celui de M. Perfumeau, qui est le deuxième livre, je ne sais pas s'il en a encore des premiers, mais le deuxième livre sur Ils sont des surdoués, quelque chose. Voilà. Les surdoués de la relation. Chose dont on n'a pas encore parlé. Oui, je vais être très bref. Il y a deux choses que une question que je voudrais poser. Est-il possible aux ESAT, d'une manière générale, de se doter d'un poste de travail, d'un travailleur social qui aurait pour mission de chercher des stages et des emplois parmi ordinaires? Je sais que des ESAT le font, et ça serait bien qu'il y en ait beaucoup qui le fassent. Parce que beaucoup de travailleurs d'ESAT, à mon avis, à terme, auraient la capacité de rentrer dans un cadre ordinaire de travail. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Deuxième chose que je voulais signaler, après expérience, quand même de 30 ans de boulot, dans le cadre d'insertion de personnes handicapées, mentalement et psychiquement, les entreprises ont besoin de personnes handicapées. Parce que j'ai beaucoup aimé le discours de M. Ford, auquel j'adhère totalement. L'arrivée d'une personne handicapée au milieu d'une entreprise où sa marne dure va poser des tas de problèmes. C'est comme ça. Mais c'est un bien pour tout le monde. Parce que ça va apporter une dose d'humanité extraordinaire. Et quand il n'y a pas de personne à problème ou handicapée, on rentre dans la logique des pauvres. C'est-à-dire c'est toujours à celui qui est le meilleur qui va bouffer les autres. Et quand il arrive une personne avec des problèmes, ça oblige les gens à être un peu plus ouverts, un peu plus patient, un peu plus ci, un peu plus là. Et ça me paraît un aspect extrêmement important auquel il faut qu'on soit, auquel il faut, nous, en tant que travailleurs sociaux, y veiller particulièrement, parce que c'est fondamental.